Mont Valdres, Norvège centrale, hiver 1996. Dans le village isolé d'Eldmark, où les pins sont plus hauts que les maisons et où le silence pèse comme la neige sur les épaules, il existait une règle que personne n'avait besoin d'écrire. Après les premières neiges, personne ne pénètre dans la forêt. Ce n'était pas de la superstition, c'était de l'instinct. Le ciel s'est couvert trop tôt. Les ombres s'étiraient comme des doigts. Et le vent semblait murmurer des noms oubliés. Quand le bois a craqué de lui-même et que les corbeaux ont tournoyé au-dessus des sentiers gelés, les portes se sont verrouillées de l'intérieur. Des prières ont été murmurées, et l'espoir a été placé dans le vieux générateur communal. Mais alors, Erik Lindberg est arrivé. Un étranger, venu de nulle part, grand, mal rasé, le regard marqué par la guerre. Il s'habillait comme quelqu'un qui savait survivre, mais parlait peu, trop discret pour être un touriste, trop froid pour être le bienvenu. Il loua une cabane isolée près de la vieille route qui menait au fjord abandonné. Il n'allait pas à l'église. Il ne buvait pas au presbytère. Il achetait toujours les mêmes choses. Des allumettes, des sardines en conserve, de la corde, des bougies. Il payait en vieille couronne norvégienne, comme s'il ignorait l'existence de la nouvelle monnaie. À l'épicerie, le vieux Alvar a tenté sa chance. « Tu veux t'évader du monde, mon ami ? Je cherche le silence », dit Erik sans quitter des yeux la tempête de neige qui faisait rage dehors. Et c'est tout ce qu'ils se dirent. Les enfants l'appelaient Skogmannen, l'homme de la forêt. Ils disaient qu'il parlait tout seul, qu'il ne laissait aucune trace de pas, qu'un jour, un loup l'avait suivi jusqu'au village et avait rebroussé chemin. Mais personne ne savait ce qu'Erik faisait lors de ses longues promenades au cœur des bois. Il partait toujours avec un carnet, un couteau suédois et une expression mêlant vigilance et épuisement. Quand l'hiver s'est vraiment installé en décembre, le ciel est devenu silencieux. Le village s'est mis en mode survie, on a fait des réserves de poissons séchés, rationné le bois de chauffage, priant pour que la glace ne fissure pas les toits. Puis, à 15h36, par une journée où le ciel ressemblait à du plomb liquide, Erik a été aperçu entrant dans la forêt. Pas de sac à dos, pas de lampe de poche, il ne portait qu'un épais manteau de toile, une spirale de corde, et arborait dans le regard une lueur que seuls ceux qui ne craignent plus rien. Le pasteur ferma les fenêtres de l'église. « Il a déjà fait la paix avec le diable », murmura-t-il. Dans la forêt d'Eldmark, il existait des zones que même les chasseurs n'osaient traverser. On disait que la glace n'y fondait jamais, même en été, que les corbeaux n'y chantaient pas, que les arbres semblèrent bouger. Erik n'hésita pas. Il traversa le sentier oublié qui menait à la vallée cachée où le soleil ne pénètre jamais. Là, parmi les racines gelées, il choisit son arbre. Un frêne millénaire, au tronc tortueux, semblait tout droit sorti d'un cauchemar nordique, assez haut pour apercevoir le fjord au loin, assez robuste pour supporter le poids d'un plan risqué. Erik grimpa. Il prolongea les branches à l'aide de rondins attachés ensemble par des cordes cirées. Il tapissa le sommet de peaux séchées, de tissus imperméables et d'une couche de mousse. Il construisit un abri surélevé, une structure contre-intuitive, mais conçue avec précision. Il a allumé un feu tout là-haut, exactement, au sommet de l'arbre, en plein cœur de la tempête de neige. La première étincelle s'est éteinte dans le vent, la seconde aussi. À la troisième tentative, il protégea la braise de ses mains, violettes de froid, et souffla dessus comme pour tenter de maintenir la vie en vie dans quelque chose au-delà de la flamme. Ça a marché. À 18h17, Erik était allongé au sommet de sa forteresse suspendue, un feu vacillant à côté de lui, le corps courbé par le froid et les yeux grands ouverts, comme ceux d'un guetteur. La forêt en contrebas, vivante, mais silencieuse. Et le premier matin, il vit, parmi les branches, deux yeux fixes, trop hauts pour un animal, rigides, immobiles. Lorsqu'il alluma la petite lampe torche fixée à sa poitrine, la silhouette avait déjà disparu. Le lendemain matin, la forêt était silencieuse. Erik cherchait des signes, des empreintes de pas, le vent, quelque chose, rien. Mais quelque chose s'était éveillé là. Troisième nuit, le choix. La troisième nuit, l'abri tanguait sous le vent. Le feu consumait déjà les dernières brindilles. Erik sentait à peine ses doigts. Il dormait par bribes, les yeux toujours mi-clos. Donc un son différent. Craquement, lent, constant, brisait la glace. Il se leva. Il aperçut, au loin, une silhouette tremblante près du ruisseau. C'était un chien, sale, trempé. Il traînait sa patte, prise dans un nœud coulant, et autour de son cou,
un ruban de laine tressé aux couleurs du village, le collier du chien d'Anna, la couturière. Eric descendit avec la prudence de quelqu'un qui sait ce qui l'attend. La glace sous leurs pieds s'est brisée. Il s'enfonça jusqu'à la poitrine. L'eau glacée lui rongeait les os comme un couteau. Le chien hurla. Au lieu de lâcher prise, Eric projeta l'animal en l'air. La racine voisine lui servit d'ancrage. De son bras libre, il grimpa comme s'il fuyait la mort elle-même. Il sortit, hébété, presque aveugle. Ses vêtements étaient collés à des plaques de glace. Ses mains étaient décolorées. Il arracha son manteau. Il l'enroula autour du chien. Ils s'attachèrent ensemble avec ce qui restait des cordes. Retourner au refuge, c'était du suicide. Mais rester là-bas, aussi. Eric regarda le ciel, puis le chien. Essayons. Mais je ne promets rien. Et le corps brisé, la marche commença. Pas seulement pour survivre, mais pour quelque chose de plus grand. Car dans cette forêt, celui qui choisit de sauver un autre être, même au péril de sa vie, peut avoir droit à une nuit supplémentaire, ou du moins, une fin qui en vaille la peine. Le 3e jour, silence, feu et 3 âmes. Il a fallu près d'1 heure à Eric pour atteindre l'arbre. Il tomba 2 fois. Il se traîna sur les derniers mètres comme s'il fuyait la mort qui le poursuivait. La peau de ses bras était écorchée, son sang plus épais, plus lent. Le feu dans l'abri était déjà éteint, mais il est arrivé. Avec ses dernières forces, il souleva le chien dans ses bras, s'agenouilla sur le banc de branches et s'allongea à côté de lui, l'enlaçant, tous deux trempés, tremblants, mais ensemble. Cette nuit-là, il ne faisait pas chaud, mais il n'y avait pas de solitude non plus. Vue d'en haut, la forêt semblait vivante et alerte, mais elle observait en silence. Blanc sur tous les côtés, le 3e jour se leva sans couleur, pas de lumière, pas de forme définie. Du haut de l'arbre, Eric ne voyait que du blanc dans ses yeux, du blanc dans ses poumons, du blanc au fond de son âme. Respirer était douloureux. Son corps tremblait par à-coups. La chute dans le lac gelé lui avait laissé des blessures invisibles, et le froid lui avait mordu jusqu'au dernier centimètre carré de peau. Le chien, recroquevillé sur lui-même, respirait encore. Eric tendit la main et toucha son pelage mouillé. C'était la seule chaleur qu'il reconnaissait encore au monde. Il a essayé de se lever. Il est tombé. Il a réessayé. Il est tombé. À la 3e tentative, il resta simplement assis là, les yeux fixés sur le vide, luttant contre ce qui semblait être sa propre fin. Il le savait. L'arbre ne le sauverait plus. L'abri avait rempli sa fonction. Il était temps de descendre et de tout risquer. Le feu de la dernière chance. D'un geste lent et brutal, il attacha le chien à son corps, recouvert d'un drap ciré. Il s'abaissa, s'appuyant sur ses bras et ses coudes, comme s'il abandonnait sa propre chair aux cordes. Au sol, le monde semblait suspendu. Aucun chant d'oiseau, aucun craquement, aucun hurlement. Seul le bruit de leurs pas écrasant la neige résonnait. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas le silence du froid, c'était le silence de l'absence. Eric rassembla tout ce qui pouvait brûler. Des racines sèches, des brindilles, des feuilles durcies. Il construisit son petit abri entre 2 pierres, se pencha autour de la flamme qui n'existait pas encore et essaya. Rien. Le silex humide ne crachait que frustration. L'étincelle refusait de s'enflammer. C'est alors qu'il se souvint de son dernier recours. Un briquet scellé attaché à la ceinture de son pantalon. Protégé. Presque oublié. Les doigts tremblants, elle l'alluma. Une flamme naquit. Faible, mais vivant. Et debout devant ce feu solitaire serrant le chien dans ses bras, Eric sentit sa poitrine se gonfler pour la première fois depuis des heures. C'est à ce moment-là qu'il a entendu. Mesure. Le 4e élément, pas irrégulier, lourd, venant du sud. Eric saisit le couteau de poche et plaça le corps entre le chien et le bruit. Vous avez donc vu, émergeant des branches enneigées, un adolescent, maigre, les yeux cernés, le visage dissimulé par une écharpe déchirée. C'était Jürgen, le petit-fils du forgeron, qui avait disparu depuis 3 jours. Les villageois disaient qu'il avait fui à Oslo, à la recherche de quelque chose. Il tomba à genoux, les lèvres violettes. Au secours, à Judas. Eric ne parla pas. Il le rapprocha simplement du feu. Il ôta son propre sweatshirt et l'enveloppa autour du garçon. Il déchira du tissu pour se couvrir les mains. Il lui tendit la dernière barre protéinée qu'il avait dans sa poche. Pas de jugement. Aucune question posée. À ce moment précis, il y avait un ancien militaire recalé, un chien de village, un garçon oublié, et un feu qui brûlait maintenant depuis 3 ans. Le retour. Cette nuit-là, le ciel s'est enfin dégagé.
Pour la première fois depuis des jours, les étoiles sont réapparues. La forêt gémissait de craquements. La vie reprenait son cours. Et le matin du 4e jour, 3 silhouettes apparurent sur le sentier blanc du village. Eric, les bras enveloppés dans des morceaux de tissu, Jürgen appuyé sur son épaule, et le chien, la queue rentrée, mais marchant seul. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le village s'est figé. Le forgeron laissa tomber son marteau. La cantinière se couvrit la bouche. L'institutrice, pieds nus, s'agenouilla sur le sol et serra le chien dans ses bras comme si elle étreignait l'enfant qu'elle n'avait jamais eu. Personne n'a applaudi. Mais le silence était différent maintenant. Signaux de reconnaissance. Cet après-midi-là, un bol de soupe apparut devant la porte de la cabane d'Eric. Le lendemain, des gants neufs, en laine tressée à la main. Puis, une pile de bois de chauffage, parfaitement alignée. Le village n'a pas présenté d'excuses. Mais maintenant, elle parlait par gestes. Et Eric comprenait. La semaine suivante, un événement nouveau se produisit. Un groupe de jeunes, mené par Jürgen, commença à ériger une structure d'observation à l'entrée de la forêt, inspirée par l'abri qu'Eric avait construit. Eric passa par là, transportant du bois de chauffage. Jürgen descendit de la tour de fortune. On utilise votre nœud. Le double. Ça marche. Eric fit l'essai. Il tendit la corde. Il hocha la tête. Et il poursuivit son chemin. Pour Jürgen, ce signe de tête était plus qu'une simple approbation. C'était un passage. Changement silencieux. Les semaines passèrent. L'hiver n'a pas faibli. Mais le village, lui, s'est réchauffé. Désormais, ils levèrent les yeux au ciel avant de couper du bois. Ils ont stocké des provisions, tout comme Eric. Ils ont appris du vent. L'abri entra dans l'histoire, raconté à voix basse près du poêle. Et ils ont tous dit la même chose. Sans cela, Jürgen ne serait pas revenu. Une nouvelle graine. Au début du printemps, la professeure Helena a laissé une enveloppe sur la porte du chalet. À l'intérieur, une note. Si vous souhaitez enseigner, nous avons un hangar vide à l'école. Les mercredis, uniquement pour ceux qui veulent apprendre. Aucune signature. Juste une petite clochette bleue dessinée dans le coin inférieur. Eric resta là pendant plusieurs minutes. Bonne chance pour le document. Il le mit dans sa poche. Et cette nuit-là, pour la première fois, il alluma le feu à l'extérieur de l'abri.